La loi portant organisation du référendum a été adoptée ce vendredi en plénière à l'Assemblée nationale. D'autres projets de loi ont également été adoptés. Nous en parlerons dans cette édition. Le calme est revenu dans la ville de Bouaké où des manifestations contre la CUE ont eu lieu aujourd'hui. Des actes de vandalisme ont été constatés. Les autorités de la ville et des associations lancent un appel au calme. Hors de nos frontières en Allemagne, plusieurs fusillades ont eu lieu aujourd'hui à Munich. Le bilan provisoire ne cesse de s'alourdir. La police soupçonne un acte terroriste. Bonsoir et bienvenue. Rendons-nous tout d'abord au Parlement avec la loi portant organisation du référendum sur la Constitution. Elle a été adoptée par une grande partie des députés ce vendredi. D'autres projets de loi ont été adoptés au cours d'une plénière. Hamza Diaby. Nous avons 233 voix. Ceux qui sont contre, nous avons 6 voix. L'abstention, nous avons 7 voix. En conséquence, le projet de loi organique portant organisation du référendum pour l'adoption de la Constitution est adopté. Le référendum sur la Constitution aura donc bel et bien lieu. Les députés de l'Assemblée nationale ont voté son adoption ce vendredi. Mais une heure avant, Soro Kekbafori Guillaume a tenu à faire cette précision. Le texte que nous allons tout à l'heure voter n'est pas le projet de Constitution. Ce texte simplement donne le cadre dans lequel le projet de Constitution, qui nous sera soumis, c'est écrit là-dedans, dans un des articles, qui nous sera donc soumis, fera l'objet de discussions. On ne vote pas une constitution la nuit. Nous aurons le texte, nous pourrons l'apprécier sereinement et valablement. Pour l'heure, on nous demande d'autoriser que ce processus démocratique se fasse. 233 voix pour sur 250 députés siégeants. Pour l'ensemble des parlementaires, c'est le triomphe de la démocratie. On parle de constitution qui va régir notre pays, notre nation. Le texte que nous venons de voter va permettre l'organisation de ce référendum. Je dirais que c'est un acte hautement politique et historique. Je suis très heureux parce que nous avons travaillé énormément avec la commission. Et la suite, ça sera le texte. Nous ne savons pas quand ça va venir, mais nous travaillerons avec le même enthousiasme. Ce sont en tout 7 projets de loi qui ont été adoptés lors de cette séance plénière, notamment le projet de loi portant régime de biosécurité, celui relatif aux droits d'auteur et aux droits voisins et celui relatif à la pêche et à l'aquaculture. Le calme est revenu cet après-midi dans la ville de Bouaké, dans la région de Béké. Elle a été ce matin le théâtre de manifestations. Plusieurs personnes ont pris d'assaut les rues pour marquer leur mécontentement face aux dernières factures d'électricité émises par la CUE. Notre reporter Walter Amadou Ouattara nous fait le point de la situation. Après la violente manifestation de ce matin, la ville de Bouaké a retrouvé le calme cet après-midi. Les forces de l'ordre sont sur le terrain afin de dissuader tout contrevenant. Les leaders communautaires déplorent la situation et invitent les populations au calme. Nous avons vu la ville en train d'être saccagée. Vraiment, ça nous fait mal au cœur. Quand on pense à ce qui s'est passé, ça réveille les vieux souvenirs. Nous avons eu du mal à faire venir la paix et je me mets en genoux. Et je demande pardon à tous ces manifestants d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce qu'on a construit, tout ce que le président Ouattara a mis en œuvre pour que notre ville retrouve son éclat. Aujourd'hui, vraiment, c'est triste de voir Bouaké reculer encore de quelques années. C'est le pardon que je demande à ces manifestants. Plusieurs édifices publics et privés ont été saccagés, pillés et incendiés par endroits. Bouaké a vécu une folle journée ce 22 juillet.
À la suite des manifestations contre la CIE, le ministre de la Défense est rendu à Bouaké. Alain Richard Donwaye est allé constater l'ampleur des dégâts sur les différents sites visités par les manifestants. Léon Brou. Le ministre de la Défense sur les traces des manifestants de Bouaké contre la compagnie ivoirienne d'électricité. Sont passés au peigne fin par Alain Donwaye, l'agence CIE du quartier d'Ougouba, le siège du conseil régional, la préfecture des régions, les locaux d'une banque. Objectif, apprécier l'ampleur des dégâts. Nous avons affaire à des vandales, c'est ce que nous avons pu constater. Oui, il y a une banque ici qui a été pillée. C'est l'argent de qui qu'on vole? C'est des populations. Donc qu'est-ce qu'on veut réellement? Est-ce qu'on est en train de dire que les factures sont trop chères ou bien qu'on a besoin de plus de temps pour payer ou bien on est venu voler? Nous sommes rentrés dans des endroits où il n'y a plus de climatiseurs, il n'y a plus de toilettes, il n'y a plus de carreaux, il n'y a plus de lampes. Qu'est-ce que ça a à voir avec des factures d'électricité? Qu'est-ce que ça a à voir? Ça n'a rien à voir avec des factures d'électricité. Donc il faut arrêter de nous faire croire que c'est pour cela que les personnes sont venues manifester. Ce n'est pas pour cela. Il y en a qui sont venus ici simplement pour voler, piller le bien d'autrui. Ces actes de vandalisme, promet le ministre de la Défense, ne resteront pas impunis. Nous pouvons vous assurer que nous allons faire en sorte de pouvoir protéger les biens et les personnes. C'est notre rôle, c'est le rôle des forces de sécurité. Nous allons mettre l'effectif qu'il faut ici à Bouaké. Pour faire cela, nous avons procédé à des interpellations. Nous allons continuer à le faire. Mettre aux arrêts ceux qui se sont rendus coupables de méfaits, nous allons le faire et nous allons être fermes pour que cela cesse. À Bouaké, la SODECI et des particuliers ont aussi payé le prix des manifestations contre la CIE pour le coût élevé des factures d'électricité. Les manifestations contre la CIE ont fait réagir plus d'un. C'est le cas de l'imam central de la mosquée de Bouaké. Il est revenu sur les valeurs de paix et de cohésion propres à la ville avant d'appeler au calme. On l'écoute. Bouaké est une ville de la paix. Bouaké a souffert. En tant que grand imam de Bouaké, référence religieuse de la région de Bouaké, je demande pardon à tous nos papas, à toutes nos mères, surtout à la jeunesse musulmane, de se ressaisir. Ce qui s'est passé ce matin est déplorable. La CIE est pour nous tous et à notre service. Bouaké a été déclaré comme capitale de la paix. Il y a 5 jours, depuis 5 jours, je lance l'appel. J'ai lancé l'appel à travers les radios confessionnelles, à travers toutes les mosquées de Bouaké, pour que la paix sociale soit maintenue. Malheureusement, il y a eu ce que nous avons déploré ce matin. La CIE, les banques, la préfecture, qui est notre référence à tous. La préfecture, qui est notre lieu à tous. La préfecture, qui est la présidence dans la région de Bouaké, a été touchée. Je demande pardon une fois encore à toute la population de Bouaké de calmer le jeu, de se pardonner aux autorités, aux banquiers, à tous ceux qui furent victimes de ce qui s'est passé ce matin. En tant que grand imam de Bouaké, je vous demande pardon. L'autorité a pris la nouvelle. L'État est en train de se concerter pour le bien-être de la population ivoirienne et plus précisément pour les populations de la région de Bouaké. Une fois encore, je relance cet appel à tout le monde de se calmer pour ne pas que ce qui s'est passé aujourd'hui se reproduise encore une autre fois. Merci beaucoup. Que la paix soit sur la Côte d'Ivoire, plus précisément que Bouaké soit toujours accompagné par la grâce divine. La jeunesse de Bouaké condamne elle aussi les actes de vandalisme posés lors des manifestations contre la CIE. Elle exhorte à la retenue. Je voudrais d'abord condamner avec la dernière énergie cette barbarie. À la jeunesse, je voudrais dire que aucune raison ne peut justifier cette barbarie à laquelle nous avons assisté. Aucune raison ne peut justifier la défiance à l'autorité de l'État. Nous avons depuis avant-hier entrepris des démarches auprès des initiateurs de ce mouvement pour présenter les dangers, les risques qu'il y avait à organiser une telle manifestation. D'autant plus que nous avons estimé que Daloa et Yamoussoukro
avait déjà suffisamment exprimé la colère de la population et que le président était saisi du dossier et qu'il faisait des mains et des pieds pour décanter la situation et apaiser le cœur des Ivoiriens. Nous pensons que cette action a été de trop. Bouaké revient de très loin. Bouaké est en train de sortir lentement mais sûrement de cette situation-là. Ce n'est pas le moment où les investisseurs ont confiance de revenir plonger la ville de Bouaké dans le chaos. À l'endroit de la jeunesse, leur dire de faire confiance au chef de l'État, de rester calme, de se retirer, pour ceux qui se sont impliqués déjà, de se retirer de ces actions de vandalisme et de permettre à l'État de statuer sur la question de la CIE et de décanter une bonne fois. Les différentes associations de consommateurs regroupées au sein de la plateforme des consommateurs unis dénoncent les manifestations de ce matin qui ont viré à la violence. Je vous propose d'écouter le porte-parole de cette plateforme. Prenant prétexte de la récente hausse du prix de l'électricité et de la distribution tardive des factures de la CIE, les organisations de consommateurs notent que depuis quelques jours, et notamment ce matin à Bouaké, des individus profitant de nos actions pacifiques de mécontentement sèment le désordre et procèdent à des casses et des pillages. Nous nous insurgeons contre ces hors-la-loi et ces comportements inciviques. Nous demandons au gouvernement de mettre aux arrêts tous les fauteurs de troubles. Chers consommateurs, le gouvernement a promis d'apporter une réponse appropriée à nos problèmes. Nous vous demandons donc de garder le calme. Chers consommateurs, nous vous demandons de ne pas vous laisser infiltrer par ces casseurs et de surseoir à toute manifestation sur l'étendue du territoire national. Fait à Abidjan le 22 juillet 2016, ont signé pour la Fédération nationale des associations de Côte d'Ivoire, M. Doukwa Godé. Pour la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, M. Marius Komoué. Pour la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil, M. Soumaro Mansa Ben Mfali. Pour l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire, M. Nguessan Kouakou. Pour le réseau des consommateurs de Côte d'Ivoire, M. Touré Ibrahima. Et pour l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, M. Kofi Jean-Baptiste. L'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody a aussi connu récemment des violences, tout comme la ville de Bouaké lors des manifestations contre la CIE. Des situations que regrette la plateforme des jeunes. Elle a fait une déclaration que je vous invite à écouter. Nous voulons inviter les populations ivoiriennes, notamment les jeunes, à la retenue. Nous voulons les inviter au civisme. Nous sommes tous, autant qu'ils le sont, victimes d'un certain nombre de situations. Mais nous voulons dire que c'est seulement dans le respect des biens et des personnes, c'est seulement dans le civisme, dans le vrai patriotisme, que nous devons donc mener le débat pour exposer nos mécontentements, pour exposer donc nos revendications et surtout à comprendre que le gouvernement ivoirien est à l'écoute de leurs préoccupations, mais nous voulons également profiter pour inviter les responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité à mettre en application les instructions ou, si vous voulez, les injonctions du chef de l'État tenues le 1er mai 2016. Pour s'exprimer sur les manifestations, le directeur général adjoint de la CIE était sur le plateau du journal télévisé de 20h. Voici son intervention. Dans l'application de la mesure relative à l'ajustement tarifaire du 1er mai 2016, il a fallu un certain délai technique pour permettre à la compagnie ivoirienne d'électricité de procéder au remboursement du trop perçu. Cette situation a engendré l'émission de 2 factures dans un délai de 3 semaines d'intervalle. Bien que les dates limites de paiement de ces 2 factures soient différentes et éloignées, nos clients ont pu avoir l'impression d'une double
facturation dans le même mois. Compte tenu de la situation particulière que nous traversons, la CIE présente toutes ses excuses à sa clientèle pour ce désagrément. La CIE annonce par ailleurs les mesures suivantes pour apaiser la population et pour trouver une solution à cette situation. Ainsi, la première mesure est l'annulation de la date limite de paiement de la facture de juillet 2016 correspondant aux consommations de mai et juin 2016, objet de la contestation. Deuxième mesure, un étalement du paiement de la facture de juillet 2016 sera négocié avec les associations de consommateurs et les mesures arrêtées vous seront annoncées dans les meilleurs délais. Enfin, les clients initialement au tarif social, que nous appelons communément 5 ampères, et qui ont été basculés au tarif domestique général pour cause de consommation supérieure au quota alloué, sont également invités dans toutes nos agences de la CIE afin de bénéficier également des facilités de paiement. La direction générale de la CIE a instruit dès aujourd'hui même tous ses collaborateurs en agence et au centre de relations clients pour que ces derniers puissent traiter avec diligence et bienveillance toutes les autres préoccupations qui seront exprimées par les abonnés. Je vous remercie. Intéressons-nous à autre chose à présent. Les ministres ivoiriens de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique Sidi Touré et de l'emploi et de la protection sociale Moussa Dosso ont été reçus par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Ils étaient à Bamako au Mali dans le cadre d'une rencontre des ministres en charge de l'emploi de l'espace UEMOA, rencontre qui s'est tenue du 13 au 14 juillet dernier. Pargasso Rokoni. Il s'agissait pour les ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA d'aller rendre compte au président de la République malien, Ibrahim Boubacar Keïta, des propositions, recommandations et conclusions des travaux de la 7e conférence des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. Les ministres ivoiriens de l'emploi des jeunes, Sidi Touré, et celui de l'emploi et de la protection sociale, Moussa Dosso, étaient également présents. Un geste apprécié par le chef de l'État malien qui a encouragé l'ensemble des ministres pour le sens des responsabilités et leur ardeur au travail. Après le palais présidentiel, le ministre Sidi Touré a eu une rencontre avec son homologue malien chargé de la jeunesse et de la construction citoyenne, Amadou Koïta, ce en présence d'Idrissa Guindo, coordonnateur du Conseil national de la jeunesse du Mali. Les échanges ont porté sur les actions de promotion de la jeunesse, de civisme et de volontariat avec un partage de l'espérance malienne. Le service civique est un portefeuille qui nous a été attribué il y a seulement 2 mois et nous cherchons tous les acteurs qui ont déjà expérimenté la chose dans leurs différents pays. Nous allons continuer les échanges ultérieurement pour nous permettre de renforcer la coopération entre nos 2 pays. Le ministre Sidi Touré envisage la mise en place du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire en vue de donner une tribune d'expression à la jeunesse ivoirienne. La 8e conférence des ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA aura lieu l'année prochaine au Togo. Retour en Côte d'Ivoire, les passations de marché ne se font pas toujours correctement. C'est ce qu'il ressort des audits de la gestion 2014 de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. 58% des procédures irrégulières ont été constatées. Alvorassa. Le code des marchés publics pas toujours respecté par les autorités contractantes en Côte d'Ivoire. C'est le constat de l'audit mené par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics sur la gestion des marchés publics sur la période 2014. Sur un échantillon de 150, 87 marchés, soit 58%, ont été passés avec des procédures irrégulières. Des irrégularités de procédures constatées auprès de 19 autorités contractantes, ministères et sociétés d'État, sur un total de 21 audités. Pour améliorer le système, la NRNP a formulé des recommandations à l'endroit des autorités contractantes. D'abord, le problème d'archivage, vu que quand on audite, un audit se fait sur papier, sur document. S'il n'y a pas de document, il ne faut pas auditer. Et donc le problème de l'arrêté interministériel sur l'archivage a été mis en exergue. Nous avons ici le problème de renforcement des capacités même, qui doit de plus en plus être accentué au niveau des sociétés d'État, des ministères et des différentes autorités contractantes, même de façon générale. Nous devons aussi mener une politique qui devra conduire à permettre à tous les soumissionnaires
en particulier de pouvoir se soumettre au code des marchés publics. Après la publication de ce premier audit généralisé, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Vous verrez la publication sur notre site internet et nous avons déjà transmis donc, le résultat de ces audits à nos autorités compétentes. Troisième étape, c'est de faire une matrice de suivi de nos recommandations pour que ça ne tombe pas dans l'oubli et que peut-être dans 6 mois, dans 1 an, nous puissions faire un bilan de savoir quelles sont les recommandations qui ont été suivies. Les autres chiffres de l'audit font état de 32% de procédures régulières et 10% de marchés passés non archivés. Un mot d'économie, une bonne partie des populations ne passent pas par la banque pour effectuer leurs transactions. C'est le constat fait par la Direction générale du Trésor. Elle a donc décidé de lancer une campagne en vue de sensibiliser à la culture des opérations bancaires, toute chose qui permettrait d'accroître le taux de bancarisation. Perpétuellement, Patricia Omoitia. Les Ivoiriens, pour la plupart, n'épargnent pas à la banque pour diverses raisons. Je n'ai pas de compte bancaire. Par la banque, ce que j'aurais appris, il faut aller faire des demandes, il faut faire des rangs, il faut remplir ceci, cela. Donc moi, je trouve que c'est un peu trop. Avec les papiers qu'on doit fournir, vraiment, je me demande si je peux tout faire pour arriver. Donc, je préfère rester avec mon argent à la maison. Souvent, vous partez, les guichets automatiques ne marchent pas. Vous avez oublié de vous asseoir là, vous dites qu'il n'y a pas de réseau. Le fait que défiler, bon, c'est fatigant. Il faut que les banquiers aillent sur le terrain pour les sensibiliser. Parce qu'ils ne sont pas au courant des intérêts, donc d'autres préfèrent garder à la maison. Et puis les emmerdements aussi, souvent, il faut que ça diminue. On retarde beaucoup les gens à la banque. La Direction générale du Trésor a vu donc juste d'initier cette campagne de sensibilisation pour mobiliser les populations en vue de les rapprocher des banques pour un meilleur accès aux services financiers. Les structures financières sont prêtes à accompagner le ministère du Trésor à atteindre son objectif afin d'accroître le taux de bancarisation. Les banques ont des méthodes que certains appellent de vieilles méthodes, etc. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, aller à la banque, c'est peut-être pas aller de façon physique faire un retrait. Sinon, aujourd'hui, il y a des produits bancaires qui permettent de faire la banque à distance. Donc, on n'est pas obligé d'aller faire de longs rangs. On peut être bancarisé en utilisant les techniques nouvelles. Et justement, il faut que les populations soient suffisamment sensibilisées. Cette campagne de sensibilisation sur la bancarisation des populations va permettre de dissiper les préjugés de certaines couches de la population à l'égard des banques et établissements financiers. Elle va également contribuer à convaincre les adeptes des circuits informels d'épargner à la banque. Penchons-nous sur le secteur des mines. Une opération baptisée Orpi a été lancée. Elle vise à détruire les sites de l'orpaillage clandestin. L'opération, qui a sa 3e phase, a été un franc succès. Tous les sites ont été détruits sur l'ensemble du territoire national. Les résultats de l'Orpi 3 ont été présentés au ministre Alain Richard Donwayi. Sam Conan, Herman Niamey. Fin de l'opération Orpi 3 dans l'ouest du pays. Comme les précédentes OPI 1 et 2 au nord et à l'est, elle aura été couronnée de succès. Avec ces opérations, il s'agit de mettre en application la décision du gouvernement sur la fermeture de tous les sites d'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Pour en savoir davantage sur ces opérations menées conjointement par le ministère chargé de la Défense et celui de l'Industrie et des Mines, les ministres Alain Donvayi et Jean-Claude Brou étaient sur le terrain. À l'étape de bio et à la suite des explications du colonel Mbaya Patrick, chef des opérations de la gendarmerie nationale, et du commandant Bongo Jules, chef de la cellule des opérations du Bassa-Sandra, la satisfaction est totale. Et donc il faut sensibiliser nos parents pour qu'ils ne donnent pas les terrains pour de l'orpaillage à des opérateurs qui n'ont pas d'autorisation. C'est ça la situation. On peut faire de l'orpaillage, mais alors il faut que ce soit de l'orpaillage autorisé. Je l'ai dit, la loi minière, le code minier autorise l'artisanat minier. Ok? Mais il faut avoir une autorisation. Pour le ministre Alain Donvayi, le moment est venu d'intensifier la surveillance et le contrôle à tous les niveaux. Quand on voit le type de matériel qui est utilisé sur ces sites, il faut bien que ce matériel arrive sur les sites, donc passe par des routes, ne passe pas par des pistes. Donc à ce niveau-là aussi, il faut qu'on soit plus vigilant sur la surveillance et sur le matériel qui est transporté par les engins
pour pouvoir sécuriser ces périmètres. 429 sites d'orpaillage illicite identifiés ont été fermés sur toute l'étendue du territoire national par les hommes du général Gervais Kouassi, avec à la clé plusieurs arrestations. On s'intéresse à présent à la lutte contre la déforestation, direction la ville de Soubré dans l'ouest ivoirien, où le cantonnement des eaux et forêts a décidé d'impliquer les femmes. Honorine Anigori. Yabayo, dans le département de Soubré. Espace reboisé d'une superficie de 5 hectares. Le groupement des femmes, dénommé Benkélément, assure l'entretien de la parcelle à travers l'agroforesterie technique basée sur l'association des cultures forestières et vivrières. Une initiative du cantonnement des eaux et forêts de Soubré, conformément au projet Une école 5 hectares de forêt lancé en 2014. Pour le lieutenant-colonel Lucie Kochi-Kessé, qui a effectué une visite des lieux, c'est une expérience qui porte ses fruits, car l'agroforesterie, au-delà de l'autonomisation des femmes par l'accès à la terre, concourt à la restauration du couvert forestier, donc à la protection de la faune et de la flore. En tant que porte-parole, Awa Ouedraogo a exprimé la gratitude des femmes de l'association au cantonnement des eaux et forêts de Soubré, et ce, pour leur avoir donné l'occasion de se prendre en charge à travers la culture du vivrier, notamment le gombo, l'aubergine et le piment. Comme doléance, elle a souhaité que soient mises à leur disposition des semences et du matériel de travail, ainsi qu'un tricycle pour l'évacuation de leurs produits. Après Soubré, rendons-nous à Korogo, au nord du pays. Des mesures ont été prises pour lutter contre l'insécurité routière. Kader Sogodougou. Les récentes statistiques des sapeurs-pompiers militaires basés à Korogo ont révélé que du 1er janvier au 31 mai 2016, les accidents de la circulation dans cette commune ont occasionné 23 morts et des centaines de blessés. Face à ce triste tableau, la réaction des autorités n'a pas tardé. Pour les engins à 2 roues, à la base de ces accidents, le port de casque devient obligatoire. Un arrêté préfectoral a été pris dans ce sens. Il fixe même une réglementation en ce qui concerne les heures d'ouverture des maquis et autres sites de consommation d'alcool. Nous avons demandé que les maquis ferment aux heures réglementaires qui sont prévues par les textes en vigueur. À savoir, en semaine, on peut travailler jusqu'à minuit. 23h minuit, et puis en week-end, on peut aller jusqu'à 2h, 3h du matin. Il faut porter les casques. Il y en a qui encore sont réticents, mais je pense que ça va venir. Nous avons demandé aux forces de l'ordre de sortir régulièrement. Dans son application, la préfecture de police joue un rôle très important, avec surtout des amendes au bout. La procédure, c'est pas. Lorsque nos agents interpellent des usagers, on saisit la moto. La moto est conduite à la préfecture de police où une contravention est infligée à l'usager. La contravention est 2000 francs. Donc l'usager se rend au trésor pour payer sa facture. Il revient avec un reçu de versement et donc sur présentation d'un casque, et le reçu de versement, on lui restitue la moto. Les usagers des engins à 2 roues perçoivent positivement les choses. C'est mon papa qui était sorti à la moto, il n'a pas de casse. Donc ils ont pris sa moto, il est venu me dire au travail. Donc je suis venu voir ça. Je suis d'accord, c'est normal. Oui, c'est la loi. Dans la commune de Korogo, il n'y a pas de taxis communaux. La mairie lance un appel aux transporteurs. Et nous encourageons tous ceux qui veulent faire du taxi à Korogo, nous les encourageons à venir s'installer à Korogo, pour le bonheur des populations. Avec cette image où nous apercevons dans un tricycle un homme, son fils et son vélo, on peut le dire, cette bataille contre l'insécurité routière à Korogo doit aller jusqu'au bout. À l'étranger, plusieurs fusillades ont eu lieu aujourd'hui à Munich, en Allemagne. Une nouvelle fusillade a eu lieu, cette fois dans la station de métro de Karlsplatz, au centre de la ville, peu après les premiers coups de feu qui avaient retenti dans un centre commercial. Le bilan provisoire est monté à au moins 9 morts et plusieurs blessés. La police évoque la piste terroriste. Salima Toudia, Thomas Gessambi.
restaurant McDonald's du centre commercial Olympia de Munich ce vendredi après-midi. Des coups de feu ciblés qui sèment la panique. Le nord de Munich est la cible d'un ou plusieurs tireurs présumés selon les autorités policières. Le ministre bavarois de l'Intérieur annonce un bilan provisoire d'au moins 6 morts et de nombreux blessés. La presse locale, elle, évoque 10 à 15 morts. La traque a commencé pour les unités de forces spéciales et la police de Munich. Périmètre bouclé, une intervention est en cours pour retrouver les tireurs qui seraient en fuite. Les transports en commun de la ville sont suspendus et la gare centrale en cours d'évacuation. Aucune revendication pour l'heure, mais l'ombre du terrorisme plane sur le mode d'attaque. La police allemande parle d'une situation terroriste en cours. La situation reste floue. Cette fusillade intervient à quelques jours après l'attaque à coups de couteau d'un jeune Afghan dans un métro de la Bavière. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programme.